Donc cette Malte Academy va avoir pour terme, thème Prometheus. Donc l'objectif, ça va être de vous présenter, désolé, ça va être de vous présenter quel est cet outil Prometheus, pourquoi on l'utilise, et du coup vous présenter un peu le contexte de son utilisation. Prometheus, c'est un outil de monitoring qui permet de surveiller les serveurs et les applications. Et du coup, on va aussi voir le contexte du monitoring, les bonnes choses à faire, à ne pas faire dans le contexte du monitoring en général, et dans quoi s'inscrit cet outil Prometheus. Alors pour parler un petit peu de moi, pour ceux qui n'ont pas assisté à mes précédentes Malte Academy, j'en avais fait 2 avant, là c'est ma 3e du coup que je fais. J'en avais fait une sur le thème DevOps général, parce que ça c'est mon métier principal en fait, c'est consultant DevOps, donc je vais agir dans les entreprises pour effectuer la transformation DevOps, pour accompagner les équipes, coacher et former dans cette transformation DevOps. Et je suis aussi formateur, donc je donne des formations, que ce soit en ESN ou en entreprise, des formations professionnelles sur le thème du DevOps. Donc il y a DevOps général, des formations en pour ceux qui connaissent, pas encore Prometheus. Là, c'est une petite introduction d'une partie que j'ai inclus dans ma formation généraliste. Voilà, donc ça fait 3 ans que je suis formateur et j'ai une dizaine d'années d'expérience du coup dans le domaine du DevOps en général, même avant que le terme arrive trop en France. En fait, je faisais du DevOps sans savoir que c'était du DevOps au final, en faisant un peu d'administration système et de développement. Donc voilà, c'est pour mon histoire. Je suis diplômé du coup ingénieur en télécommunications et réseau, et par la suite j'ai passé un doctorat en entreprise chez Orange, un doctorat en réseau informatique. Alors cette présentation va se dérouler autour de 5 chapitres. Donc voilà, toujours pour creuser Prometheus et le domaine du monitoring. Donc je peux dire monitoring, surveillance, il y a plusieurs termes qui sont vraiment synonymes. On va commencer par voir ce qu'est le DevOps et le monitoring. Vraiment on va s'inscrire à Prometheus. Quel est cet outil, d'où il vient, etc. On verra comment on peut surveiller les métriques des serveurs, c'est-à-dire voir CPU, RAM, utilisation des disques des serveurs, par exemple. On verra comment instrumenter et surveiller les applications, et on finira par voir comment on peut alerter sur notre surveillance grâce à Alert Manager, qui est un outil intégré à Prometheus. Donc pour commencer, la partie généraliste, un peu théorique sur le DevOps et le monitoring, et à quoi sert le monitoring dans le DevOps. On va déjà commencer par définir ce qu'est le DevOps. Donc le DevOps, il faut savoir que c'est apparu en 2007, donc ça a quand même déjà maintenant un certain nombre d'années. Ça a maintenant 13 ans. Ça a été inventé aux États-Unis par Patrick Debois. Andrew Schaeffer a aussi fait partie de ce terme-là et de la définition de. Mais c'est Patrick Debois qui est considéré comme l'inventeur de ce mot-là. Faut savoir qu'ils ne sont pas que deux, hein. Il y a du coup beaucoup de figures références qui sont autour, qui sont plus ou moins médiatisées, qu'on connaît plus ou moins, mais qui ont joué un grand rôle dans le développement du DevOps, dans son instauration, dans la définition des bonnes pratiques, etc. Parmi eux, il y a Gene Kim et Jason Bull, qui sont 2 auteurs du manuel DevOps. Je l'ai ici, je peux vous le montrer. Le manuel DevOps ici, donc c'est la référence. Quand on veut appliquer le DevOps, quand on veut savoir quelle méthodologie utiliser, etc., on peut utiliser ce livre-là pour en apprendre beaucoup plus sur ce thème. Gene Kim a aussi participé au grand roman en fait que l'on connaît qui touche au DevOps, le projet Phoenix et le projet Licorne, Phoenix Project et Unicorn Project pour dire leurs noms originaux. Livre très intéressant à lire aussi. Si le thème encourage vraiment à lire ces livres-là. Si on regarde la définition très basique, j'étais obligé d'aller voir sur Wikipédia pour voir le plus court possible, la définition la plus courte possible du DevOps, parce que chacun peut avoir sa définition, mais l'avantage de Wikipédia, c'est qu'on a quelque chose de très concis. Et ce que nous dit Wikipédia, c'est le DevOps est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique visant à l'unification du développement logiciel et de l'administration des infrastructures informatiques, notamment l'administration système. Donc, en traduction, on va réunir développeurs et opérationnels pour améliorer la communication entre les deux
et créer une synergie entre développeurs opérationnels et par la même occasion améliorer la vie des développeurs, la vie des opérationnels et la qualité du projet informatique. Et au final, ça bénéficiera aussi au business puisque le projet informatique sera plus viable, de meilleure qualité et répondra mieux aux besoins du client. Alors tout ça, ça tourne autour de 3 principes fondamentaux. Le DevOps a vraiment instauré 3 principes fondamentaux qu'on retrouve dans le DevOps que je vous ai montré. Ces principes fondamentaux, c'est l'optimisation du flux de développement, le system thinking. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller le plus rapidement possible de la tâche de développement jusqu'au déploiement sur les plateformes opérationnelles. Donc, le déploiement pour que ce soit visible au client final, que ce soit des clients internes ou externes. Deuxième principe fondamental, l'amplification des boucles de retour. Donc ça, c'est tout simplement pour que les développeurs, donc les personnes qui ont créé cette application qui est en production, puissent voir l'état de l'application, puissent surveiller la vie de l'application et prendre les mesures nécessaires pour corriger des éventuels problèmes qu'ils auraient constatés et garantir la qualité en continu. Et dernier principe, et peut-être même le plus important des principes, sans ce principe-là, on a beau instaurer les 2 premiers, ça n'aura aucun effet. C'est la culture de l'expérimentation et de l'apprentissage continu. Ça, c'est vraiment primordial. Le DevOps, on peut l'appeler un mouvement, une méthodologie, une culture, on a beaucoup de termes, mais en fait, à mon avis, c'est chacun a son avis, mais mon avis, c'est que le meilleur terme, c'est un mouvement. En fait, parce que dans le mouvement, on regroupe des procédures, on regroupe une culture et beaucoup de choses, l'aspect communautaire aussi qui va avec. Et le DevOps, c'est vraiment ça. Vu qu'on veut créer une synergie entre développeurs opérationnels, on veut créer une nouvelle méthode d'organisation, etc. Il y a des outils techniques qui permettent de l'appliquer. Tout ça crée un mouvement DevOps qui adopte tout ça. Et sans la culture, sans l'aspect culturel de l'expérimentation et de l'apprentissage continu, en fait, on a beau utiliser, on a beau mettre en place le plus beau des outils avec la meilleure configuration possible, si les équipes qui sont censées l'utiliser n'ont pas la culture adéquate, qu'on leur a pas expliqué les principes ou alors que c'est pas dans la nature de l'entreprise, ça sert à rien de les mettre en place. Voilà, donc là, que la deuxième boucle de retour, c'est le monitoring. Ça va être vraiment ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui. Prometheus, c'est du monitoring, donc ça permet que les développeurs, notamment, pas que, mais que les développeurs puissent suivre en direct ce qui se passe sur leur infrastructure. Alors, tout ça ne va pas sans ce qu'on appelle la CI/CD. Alors, qu'est-ce que c'est la CI/CD? C'est intégration continue et déploiement continu, ou livraison continue, ça dépend de comment on l'applique. Donc l'approche de CI/CD, ça va permettre d'augmenter tout simplement la fréquence de distribution des applications. Donc si on a mis en place ce qu'on appelle un pipeline d'intégration continue et de déploiement continu, ça veut dire que automatiquement, dès que notre code source sera modifié et envoyé sur un certain serveur, automatiquement tout sera recompilé, retesté, redéployé selon les conditions qu'on a posées. On peut, comme tout est automatisé, qu'il n'y a aucune action manuelle à faire, de déployer 50 fois par jour, ça ne freine pas le process de développement, au contraire. Donc l'approche CI/CD, ça permet vraiment d'augmenter cette fréquence-là. CI/CD, il y a 2 parties, CI et CD. CI, c'est intégration continue, la partie vraiment qui est avant le déploiement. Donc l'intégration continue, ça va être uniquement les tests unitaires, donc les tests basiques des fonctions en termes de bas niveau de programmation. Ça va être d'autres tests de qualité du code qu'on pourrait éventuellement faire. Ça va être la compilation de l'application. Et dernièrement, une fois que tout ça est prêt, qu'on a vu que les tests passaient, on va créer une archive, ce qu'on appelle un artefact, une version exécutable de notre application. Et cette version exécutable, elle ne va pas être déployée quelque part, donc elle ne sera pas exécutée, elle ne va pas être visible. Seulement, on va la déposer dans un dépôt de fichiers. Donc ça peut être un serveur de fichiers tout simple, ça peut être une image Docker, pour ceux qui connaissent Docker. Ça Artifactory, pour ceux qui connaissent Artifactory, c'est un logiciel de développement, entre autres. Voilà, la CI, elle va se contenter de faire ça. Elle va juste déposer cette version-là sur un référentiel commun. La deuxième partie, le CD, donc c'est déploiement ou distribution continue. Il y a le penchant livraison continue aussi. On va voir juste après, c'est quasiment pareil. Donc, le déploiement continu, lui, va aller déployer un artefact
sur un environnement donné. Donc tout simplement, il va aller dans le référentiel de fichiers dont j'ai juste parlé avant avec la CI, il va aller récupérer sur Artifactory une image Docker, un serveur de fichiers quelconque, il va aller récupérer cet artefact qui a été généré et il va le déployer là où on veut le déployer sur l'environnement qu'on a choisi, donc développement, staging, production, pré-production, qualification, on peut le nommer comme on veut. La partie CD consiste à déployer cet artefact sur l'environnement que l'on souhaite. On peut représenter ce qu'on appelle un pipeline, donc ce principe de CI/CD, avec ce schéma-là. Donc c'est une boucle, si vous avez vu au moins un peu de loin le DevOps, vous avez sûrement déjà vu cette boucle-là. En fait, c'est la boucle infinie qui représente le flux DevOps, en fait. Et on peut le prendre de n'importe quel endroit, forcément on revient à son origine. C'est le principe, c'est que il y a toujours c'est grâce à la boucle de retour qui est instaurée justement au monitoring qu'on peut fermer cette boucle et qu'on peut avoir ce phénomène infini. Justement, je vais commencer par là. Si on peut commencer de n'importe où, mais là, je vais commencer à la supervision, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, si on commence à la supervision, donc on supervise une application qui est déjà en production. Une fois qu'on l'a supervisée, on va se rendre compte, soit par les alertes, soit par ce que l'on voit sur les tableaux de bord, on va se rendre compte qu'il y a peut-être des soucis. Donc, on va aller, grâce au retour, au feedback, on va aller planifier des nouvelles tâches de déploiement. Nouvelles tâches de déploiement, on va les effectuer, on va développer, ensuite on va compiler ce qu'on a développé, on va aller tester tout ce qui a été compilé, la nouvelle version, on va vérifier la qualité du code, on va aller stocker notre artefact du coup qui a été généré sur notre référentiel de fichiers commun, et après grâce à de l'infrastructure as code, alors là c'est pas le thème tout de suite de cette Malt Academy, j'avais fait une Malt Academy sur Ansible qui traitait un petit peu cette partie-là. Donc vous pouvez voir le replay si ça vous intéresse. Et grâce à cette infrastructure as code, on va aller déployer notre application. Une fois qu'elle sera déployée, cette application, on va aller tester du coup ce qui a été déployé et on retourne à la supervision. Voilà. Tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on va se placer du coup à l'étape supervision. Afin de pouvoir créer ce pipeline et ça... Oui. J'ai cru entendre... Non, il n'y a pas une question peut-être. J'ai cru entendre un bruit de micro. Une question, et pour d'ailleurs y répondre, oui, le replay est disponible sur le site maltacademy.com. Je vous mets du coup l'adresse. Vous allez dans la partie replay et vous avez du coup les premiers replays qu'on a fait avec Guillaume. Ok. Oui, n'hésitez pas à aller regarder les replays. Il y a une présentation DevOps généraliste et aussi une présentation DevOps plus technique sur les outils, justement dans laquelle j'aborde un petit peu. Donc, pour mettre en place ce pipeline d'intégration continue et de déploiement continu, on va utiliser ce qu'on appelle un orchestrateur. L'orchestrateur, ça va être tout simplement un logiciel, une plateforme qui va aller orchestrer toutes ces étapes-là et créer ce qu'on appelle des jobs, créer les différentes étapes et les exécuter dans le bon ordre et vérifier leur exécution. Donc pour ça, on a beaucoup d'acteurs qui proposent des orchestrateurs d'intégration. Je pense que c'était un seul, le plus connu, parce qu'il a plus d'historique et qu'il est assez universel, c'est Jenkins. C'est pour ça que j'ai mis une petite capture d'écran de la page d'accueil de Jenkins, comme ça vous voyez le logo de Jenkins. Si vous tombez dessus, vous pourrez le reconnaître tout de suite. Mais il y a aussi, il y en a beaucoup d'autres comme TeamCity, Azure DevOps, GitLab CI, Concours CI, Circle CI, Travis, Bamboo, et maintenant il y a même aussi GitHub Actions qui est intégré à GitHub et qui permet de créer des pipelines à l'intérieur de GitHub. GitLab CI aussi est particulier parce que lui, il permet de la même façon de créer des pipelines d'intégration de déploiement continu à l'intérieur de GitLab quand on a du code source sous GitLab. Donc il est pratique pour ça. Voilà, et les autres se branchent sur n'importe quel dépôt Git qui est disponible. Maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail du monitoring, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le monitoring, il faut savoir qu'on a deux méthodes. Pour faire du monitoring, on a deux possibilités. Soit on fait du monitoring en push, monitoring en pull. On push-pull, hein, on tire ou on pousse. Donc la surveillance pull-based, donc en mode pull, celle qui est utilisée par Prometheus, qu'on va voir là, ça va consister à ce que régulièrement, le serveur qui collecte toutes ces métriques-là
va aller interroger tous les endpoints, donc tous les nœuds qui ont besoin d'être surveillés, ils vont être interrogés périodiquement par le serveur. C'est le serveur qui fait l'action d'aller interroger les nœuds. Donc là, la période, bien sûr, elle est configurable. Ça peut être 30 secondes, 15 secondes, 1 minute. Ça dépendra de la fréquence qui nous intéresse. L'avantage de cette solution-là, c'est ça va être plus simple à mettre en place. Tout simplement, voilà, on va le voir, hein, quand on va le mettre en place, là, ça va être assez simple. On télécharge une archive de Prometheus, on la déploie, on met les fichiers au bon endroit, et on a un serveur Prometheus qui est prêt. Automatiquement, Prometheus se surveille lui-même. Donc, je parle dans le set de /metrics. Donc, /metrics, c'est une route accessible en web sur chaque nœud qui va être contrôlé par Prometheus. Et du coup, dès qu'un endpoint, un point de terminaison ou un nœud qu'on veut surveiller, c'est la même chose, dès qu'il a une route /metrics, dès qu'il peut être joint avec un /metrics, ça veut dire qu'il possède des métriques qui pourront être collectées par Prometheus. Donc il faut savoir que Prometheus lui-même possède son propre endpoint /metrics, donc il se surveille déjà lui-même, il se collecte des propres métriques. Et Grafana le fait aussi. On verra aussi Grafana, c'est un outil qui permet de visualiser cette fois-ci les métriques. Donc on a Prometheus qui collecte, qui fait le travail sur les métriques. Grafana, lui, va aller se connecter à Prometheus pour juste visualiser ce qui a été collecté par Prometheus. Donc Grafana, lui, il possède aussi lui-même un /metrics, donc un point de terminaison collecté par Prometheus. À l'inverse, les surveillances push-based. Donc push-based, c'est l'autre sens. On va aller pousser les métriques depuis les endpoints. On va pousser les métriques vers le serveur de collecte. Donc là, c'est à l'initiative des endpoints. Donc quand c'est comme ça, on a des agents, donc on a des démons, des services, qui tournent sur les endpoints et qui s'occupent de collecter les métriques, et régulièrement, de la façon dont on les a configurés, régulièrement, ils vont pousser leurs métriques sur le serveur de collecte. Ça, notamment CollectD, si vous connaissez, c'est un agent de collecte qui permet de faire du monitoring push-based, qui va aller pousser sur une base de données, sur ce qu'on a configuré, sur un système qui est destiné à collecter les métriques. Il va aller pousser régulièrement ces métriques. Alors, l'avantage de cette solution-là, c'est qu'on est un peu plus temps réel, parce que du coup, c'est l'agent qui est sur le nœud directement qui choisit quand pousser les métriques. Donc, il peut y avoir des règles qui déterminent qu'à un moment, il faut pousser instantanément parce qu'il y a une métrique de choses. Ça nous permet du coup d'avoir quelque chose de plus temps réel quand même, de façon générale. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a un peu plus de ressources qui vont être utilisées dans ce contexte-là, puisqu'on a un agent qui doit tourner sur chaque endpoint. Donc, c'est un peu plus gourmand. Et c'est plus modulaire aussi. C'est-à-dire qu'on peut très bien choisir, configurer différemment nos agents sur différents nœuds. Comme ça, on peut personnaliser le comportement de chaque endpoint. C'est plus facile à faire avec une méthode push-based. Par contre, je ne l'avais pas dit, mais pour la méthode pull-based que utilise Prometheus, un inconvénient aussi, ça peut être que ça peut être complexe à configurer dans certains cas. Si le réseau est trop cloisonné ou trop complexe, il faut que le serveur Prometheus puisse joindre tous les endpoints. Et ça, c'est pas forcément facile. Dans ce sens-là, c'est plus compliqué parce que il faut qu'il un peu partout avec beaucoup de sous-réseaux privés un peu partout dans l'entreprise. Qu'un seul serveur central puisse accéder en même temps à tous ces sous-réseaux protégés. Ça peut créer des problèmes d'accès. C'est pour ça que l'autre sens où c'est le endpoint qui va aller pousser ces métriques, c'est plus facile parce qu'il suffit juste d'être sûr que le endpoint il puisse sortir du réseau et accéder à un serveur qui est commun à tout le monde. Donc voilà, c'est les penchants. Comme je l'ai dit, le plus gros avantage de la méthodologie de Prometheus Pool-Based, c'est que c'est très simple à configurer et à installer. Avant de passer à Prometheus en soi, avant d'installer Prometheus, je voulais juste vous présenter les anti-patterns du monitoring. Donc un anti-pattern, c'est ce qu'il faut éviter. Donc absolument ce qu'il faut éviter quand on met en place un monitoring, il ne faut pas penser que c'est une affaire d'outils. Si on pense que c'est juste une affaire d'outils, que si on a le bon outil, c'est sûr que ça va marcher, il n'y a rien à faire de spécial, on ne va pas faire de pas avoir les bonnes alertes, et au final, ça va servir à rien, on ne va pas surveiller les bonnes choses.
Donc c'est pas juste une affaire d'outils, c'est une affaire aussi de culture, de procédure et d'éducation, enfin comment dire, de montée en compétence des équipes sur ce domaine-là aussi. Il ne faut pas aussi tomber dans ce qu'on appelle le culte des cargos. Alors le culte des cargos, c'est quand on dit Google, Facebook, Microsoft, Amazon, ils utilisent cet outil-là, c'est qu'il est super, moi je vais l'utiliser aussi. C'est pas la bonne méthode. C'est pas parce que ça marche bien pour les grandes multinationales comme Google que ça va forcément marcher pour nous. C'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes échelles d'infrastructure, c'est pas forcément les mêmes applications qu'on veut surveiller. Donc c'est pas forcément les mêmes outils qu'il faut utiliser. Faut surtout pas. On peut regarder ce que Google utilise, mais faut le regarder avec un œil critique, en ayant assez de recul. Si c'est il faut éviter d'enregistrer les points de terminaison manuellement. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux endpoints qui arrivent, quand on déploie des nouveaux serveurs, quand on déploie de nouvelles applications, faut éviter de le faire manuellement. C'est assez dommage. Pourquoi? Parce que si on reste dans un mode manuel comme ça, bah, il va forcément arriver un moment, à force de l'utilisation, avec la fatigue du projet et autres, que on déploie des nouvelles choses, des nouveaux serveurs pour mettre à l'échelle, par exemple, ou rapidement une nouvelle application quelque part, qu'on va oublier d'ajouter dans les points de terminaison de Prometheus. Et si on oublie de le faire, ben, le point de terminaison ne sera pas surveillé, les métriques ne seront pas collectées par Prometheus. Et ce sera problématique. Donc du coup, il faut automatiser cette partie-là. Il y a des outils, j'en parlerai rapidement, sans rentrer dans le détail, je vous mettrai la liste des outils qui permettent de le faire. Il y a des outils qui surveillent le réseau, qui découvrent les réseaux. Il y a des outils faits pour ça et qui permettront du coup à la découverte de certains services, s'ils voient un slash metrics par exemple, automatiquement ils vont le rajouter dans les endpoints de Prometheus pour qu'ils puissent être collectés. Voilà, une dernière chose à éviter de faire, c'est qu'il faut éviter d'assigner une personne unique à la tâche de surveillance. Il ne faut pas se dire, ben, même telle équipe ou telle personne, c'est eux qui vont s'occuper de la surveillance. Parce que c'est pas dans l'optique du DevOps. Dans l'optique du DevOps, tout le monde dans l'équipe du projet, en charge du projet, doit être responsabilisé, doit avoir une vue sur tout ce qui se passe dans le projet. Donc si on assigne juste un sous-ensemble, une ou deux personnes à la tâche de surveillance, bah dans ce cas-là, les autres personnes vont s'en décharger, vont pas surveiller, ne vont pas savoir s'il y a un problème. Il y aura toujours du coup cette personne ou ces deux personnes qui vont servir d'intermédiaire ou des choses à observer sur la surveillance, va complètement nuire à la qualité du projet. Il faut vraiment que tout le monde soit responsabilisé et au moins la connaissance qu'il y a du monitoring et sache comment aller consulter les tableaux de bord, par exemple, et reçoivent les alertes s'il y a des alertes à recevoir. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Si on évite ça, ben, on arrive à un système de monitoring plutôt stable et plutôt de qualité, normalement. Donc là, on va pouvoir commencer à mettre un système en place. Donc Prometheus. Alors, Prometheus, c'est un projet open source qui a été initié en 2014. La première version stable, elle avait été publiée en 2016. Donc ça, il commence à avoir quand même 4 ans maintenant, donc il a un petit historique. Il est sous licence Apache 2, hein, pour la petite histoire. Et ce qui est plus important, c'est qu'il est certifié par la Cloud Native Computing Foundation, la CNCF, depuis 2016. Donc depuis sa première version, certifiée par la CNCF. C'est quoi cette CNCF? En fait, c'est une fondation, un regroupement d'entreprises qui vise à promouvoir les applications cloud native. Donc, il vise à promouvoir des applications open source, modulaires, facilement configurables, qui favorisent l'adoption des solutions cloud. Voilà, si on peut résumer. Prometheus, du coup, c'est l'outil de monitoring certifié par la CNCF. Il n'y a pas beaucoup d'outils certifiés, il y en a une dizaine maximum. Actuellement, il y en a environ une dizaine actuellement, un petit peu moins. Donc c'est vraiment Prometheus, c'est le seul outil, c'est l'outil de monitoring certifié par la CNCF. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire cette Malte Academy sur ce thème-là, sur ce logiciel-là. Là en dessous, vous avez des logos de différentes entreprises qui utilisent Prometheus. Hein. Ça, c'est juste pour vous montrer que c'est de plus en plus et bien utilisé. Maintenant, je vous montre un petit peu l'architecture de Prometheus. Alors l'architecture de
elle peut paraître complexe à première vue, elle n'est pas tant que ça. Le serveur Prometheus central, qui lui va stocker les métriques, va interpréter le langage de requête quand on veut requêter les métriques, va collecter les métriques, etc. etc. Et à côté de ça, ben, on a un outil de service discovery. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit. Quand on veut que les endpoints soient automatiquement ajoutés à Prometheus sans avoir besoin de le faire manuellement, on utilise un outil de découverte de service, comme Consul par exemple, ou si on utilise Kubernetes, ça peut être intégré à Kubernetes. Il faut savoir que Prometheus s'intègre très bien avec Kubernetes pour ceux qui l'utilisent. Ensuite, on a à côté la push gateway. Donc la push gateway, ça c'est un outil qui permet de de collecter, de faire une collecte intermédiaire des métriques. Et si on a des jobs qui n'ont pas un temps de vie très long, c'est-à-dire que on crée le endpoint slash métrique, expliqué, qui permet de collecter les métriques, sauf que ce endpoint régulièrement on l'arrête, on le relance. Du coup, à chaque fois qu'on le relance, les métriques reviennent à zéro. Et donc ça peut être assez gênant dans la collecte. Donc le push gateway permet d'abstraire ça et d'éviter ces comportements qui pourraient poser problème à la collecte des métriques. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous présenter de plus? Ah oui, le Alert Manager, bien sûr, l'Alert Manager, c'est celui qu'on verra à la toute fin pour aller alerter sur une règle qu'on aura spécifiée. En fait, dans Prometheus, on va spécifier des règles. On dit à tel moment, à tel moment, je vais aller consulter les règles qui sont dans ce fichier-là. Les règles, elles me disent que je veux toutes les 15 secondes, par exemple, calculer la réponse à telle requête. Et dans l'Alert Manager, on va dire, ben, si telle requête, telle règle est inférieure, supérieure à tel seuil, par exemple, ben, je déclenche une alerte. Donc ça peut être un email, ça peut être une notification Mattermost. Voilà, il y a énormément de canaux qui sont supportés de cette façon-là. Et c'est primordial dans un outil de monitoring d'être alerté parce qu'on ne va pas avoir toujours les yeux rivés, on n'a pas toujours un écran géant sur le mur pour pouvoir consulter les tableaux de bord tout le temps. On n'est pas à côté tout le temps, donc l'alerte c'est primordial, ça permet d'être tout de suite notifié quand il y a un problème. Et à côté de ça, ben, on a la visualisation. Donc justement, les tableaux de bord dont je parlais. Donc on peut mettre soit un écran géant, soit avoir un tableau de bord dans un onglet qu'on consulte de temps en temps, ou alors vérifier manuellement une façon ponctuelle quelque chose grâce à des graphiques que l'on peut créer pour visuellement avoir un aperçu de l'état du système. Donc pour ça, on a soit l'interface graphique intégrée à Prometheus, mais on verra que son utilisation est quand même assez limitée, ça ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc on va souvent utiliser Grafana. Grafana qui est un outil également open source, dédié à la visualisation des métriques et des logs aussi. Maintenant, il peut aussi afficher des logs. Donc là, on va Grafana à Prometheus pour pouvoir consulter les métriques de Prometheus, pour les visualiser. À côté de ça, il y a des clients API. On peut faire des requêtes, bien sûr, comme tout outil open source et cloud native qui se respecte. On a une API qui permet de faire des requêtes en ligne de commande, en curl ou autre, pour pouvoir contrôler le serveur Prometheus. Donc nous, ce qu'on va voir dans notre architecture exemple, je vais essayer de ne pas dépasser le temps. On m'a dit qu'on avait prévu large en disant 1h30, donc ça devrait se terminer dans 20 minutes. Donc je vais essayer de faire vite sur l'atelier. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est qu'on va avoir une application sous Docker. Donc, on va faire tourner un conteneur Docker avec une application. Alors, c'est pas original, hein, c'est tout le temps comme ça qu'on le fait dans les découvertes de langage, mais on va utiliser une application de liste de tâches. Voilà, une to-do list qui permet de faire une liste de tâches, de les compléter, de les cocher, de les décocher. On va avoir un serveur. Et autour de ce serveur Prometheus, on va installer l'Alert Manager. On va installer le node exporter. On verra après à quoi ça sert le node exporter. On va installer Grafana. Et là, on a l'interface graphique de Prometheus, comme je vous l'ai dit, qui permet de faire quelques requêtes de test et puis de visualiser quelques petites choses sans être autant évolué que ce que peut faire Grafana. Donc là, le principe, moi, je suis parti d'un Vagrant File. Donc là, c'est un extrait d'une formation DevOps que je fais. Donc, je fournis aux stagiaires un Vagrant File qui permet d'initier une machine virtuelle automatiquement grâce à ce fichier. Donc là, je vais partager mon terminal. Hop, voilà. Là, vous devriez voir mon terminal. Donc là, je me connecte en SSH à la machine virtuelle que j'ai initiée.
Voilà. Et donc là, le principe, c'est d'installer Docker déjà, parce que notre application va tourner dans Docker, il nous faut Docker. Toutes ces commandes-là. Alors là, je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. Du coup, si je liste, moi, est-ce que je vérifie? Oui, c'est bon. Moi, Docker est déjà installé de mon côté, donc j'ai exécuté ces commandes-là. Donc, on installe les dépendances, PT transport HTTPS. Donc là, c'est un exemple avec une machine Debian. Debian 10 Buster, si je ne me trompe pas. Donc on installe les dépendances. Ensuite, on va aller télécharger la clé publique du dépôt des paquets Docker pour pouvoir installer Docker après. On ajoute la clé dans le gestionnaire de paquets APT du système. On ajoute l'empreinte de la clé publique pour qu'elle soit reconnue. Et ensuite, on ajoute le dépôt. Officiellement, on ajoute le dépôt dans la liste des sources pour le gestionnaire de paquets APT. Et on finit par installer Docker avec apt-get install docker ce. On installe l'édition communautaire de Docker, donc l'édition open source de voilà, ça, pour l'installation, comme ça c'est présent dans les slides. Vous pourrez récupérer les PDF plus tard, je l'ai fait pour les autres Malt Academy, je pourrais vous envoyer au format PDF tous ces slides-là, et donc si vous voulez refaire la ah oui, c'est une bonne idée, je pourrais aussi vous joindre le background file justement qui a servi à initier la machine virtuelle, mais c'est une machine virtuelle très standard Debian en version 10. Et du coup, vous pourrez refaire l'atelier et puis faire fonctionner ça de votre côté. Donc le principe, c'est qu'on va commencer par configurer Prometheus. Donc configurer et installer Prometheus. Il n'y a pas de paquet Prometheus qu'on peut installer avec apt-get install. C'est pas prévu comme ça. Donc en fait, on télécharge l'archive, on télécharge un tar.gz, on le décompresse et on met les fichiers aux bons endroits. Et on crée à la fin un fichier de service qui permet d'avoir Prometheus en tant que service et de pouvoir faire les commandes systemctl ou service sur Prometheus. Donc on commence par ajouter un utilisateur parce que bien sûr on fait attention à la sécurité exécutée en route. Donc on crée un Prometheus qui va on crée le sous-dossier dans lequel on va placer les fichiers de configuration et les librairies. Donc on crée le /etc/prometheus, c'est lui qui contiendra toutes les configurations. Ensuite var lib prometheus, donc ça c'est le dossier qui contiendra les données collectées par Prometheus et les librairies aussi. Pardon. Et ensuite, on donnera les bons droits grâce au shown, on donnera les bons droits au dossier vers lib Prometheus. Donc, ce qu'il y a à faire après, c'est de télécharger l'archive de Prometheus. Donc là, c'est Prometheus en version 2.19.1. Je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps, donc ça doit être une version très récente. Du coup, je reviens juste pour vérifier si moi je l'avais fait de mon côté, tout ça. Ouais, c'est bon. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va extraire les fichiers et les mettre chacun dans les bons sous-dossiers. Donc là, on va télécharger l'archive. Et ensuite, on a le fichier console étoile DC Prometheus. On déplace le fichier de configuration principal, prometheus.yml. Ça se configure en YAML. En DevOps, énormément d'outils de type déclaratif et de services se configurent avec le langage YAML. Et ensuite, on va aller donner les bons droits, on va aller déplacer l'exécutable Prometheus dans USR local bin pour faire en sorte que la commande Prometheus soit reconnue depuis n'importe quel endroit dans le système. On fait pareil pour PromTool, qui est aussi un autre exécutable de Prometheus. On donne les bons droits. Ensuite, on crée le fichier de service. Donc ça, c'est comme je vous disais, le fichier de service permet qu'avec un système CTL ou un service Prometheus, on puisse contrôler l'exécution de ce programme-là, qui soit constamment, par exemple, lancé automatiquement au boot de la machine, au lancement de la machine. Donc le fichier contiendra ce texte-là. Et ensuite, du coup, on va CTL. On recherche systemctl pour qu'il prenne en compte notre nouveau fichier de configuration. Et on active Prometheus. Le enable permet de faire en sorte que le service soit automatiquement lancé quand on lance le système. Et on finit par visiter Prometheus. Là, normalement, il est actif. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est lancé. On peut aller consulter le service Prometheus. On a accès à l'interface graphique de Prometheus. Donc, on peut aller le voir avec l'adresse IP de la machine virtuelle et le port 9090. Donc, moi, je vais vérifier juste l'IP de ma machine virtuelle avec un ifconfig. Et je vois que c'est ça, 192.168.50.88. Hop. Tiens, j'en profite pour regarder un peu le chat, du coup, comme je suis dessus. Ouais, désolé si le son est très faible, mais ouais, je peux pas y faire grand-chose là.
J'avais essayé déjà avec mon casque, apparemment c'est pas mieux, on m'avait dit, donc voilà. Désolé. Ah, le thème de Thanos, c'est fait sur Prometheus. Alors je me trompe peut-être d'outil. Michael, du coup, qui mentionnait Thanos, est-ce que vous pouvez me dire l'outil Thanos, à quoi sert-il et où se situe-t-il? Parce que je me trompe, je me mélange peut-être avec un autre outil. Bon, pas d'autres questions particulières, il y a les liens vers le replay. Okay. Donc là, je reprends, je vais vers les slides, vers l'adresse IP de ma machine virtuelle et sur le port 9090 qui est le port de Prometheus. Voilà, donc là tout simplement quand on consulte cette page-là, on atterrit sur la page standard de l'interface graphique de Prometheus qui nous permet directement de faire des requêtes sur Prometheus. Donc ça fait des requêtes sur toutes les métriques qui ont été collectées par Prometheus de tous les targets. Un target, c'est un endpoint ou un nœud qu'on surveille. Et si on veut regarder tous les configurés, donc tous les nœuds que l'on veut surveiller grâce à Prometheus, on peut aller dans Status Target. Et là, je vois les nœuds qui sont surveillés. Donc là, volontairement, je n'ai pas encore tout lancé. Donc il y en a qui sont rouges, c'est qui ne sont pas contactables. Mais je contacte déjà Grafana parce que moi je l'avais installé et Prometheus. Voilà. Prometheus, c'est le seul target. Quand on initie comme ça un Prometheus, on n'a que le target Prometheus qui est automatiquement configuré. Et on voit même le endpoint, on voit où il est joignable. Donc je vous rappelle, il faut un slash metrics. À chaque fois qu'on veut rajouter un target, il faut un slash metrics sur le target. Donc là, c'est localhost 9090 qui est le port de Prometheus qui se surveille lui-même. Et si je vais consulter cette page-là, le slash metrics, je vais regarder à quoi ça ressemble en live directement. Je vais le consulter. Bon, c'est pas localhost forcément parce que c'est l'IP de la machine que je dois mettre. Hop, alors mince. On va la récupérer. 5088. Voilà. Et là, du coup, j'ai toutes les métriques de Prometheus. On voit qu'il y en a quand même un certain nombre, hein. Beaucoup de métriques. On en prend une au hasard. Voilà. Bon, elle n'est pas très parlante celle-là, c'est pas une bonne idée, mais donc là, on voit déjà que toutes les métriques, elles sont préfixées par Prometheus. Donc ça veut dire que chaque target, il met un préfixe avec son nom ou avec un nom personnalisé qu'il choisit. Ça permet de bien différencier d'où viennent les métriques. Mais c'est pas obligatoire. Par exemple, Node Exporter, si je prends l'exemple de Node Exporter, on le verra après, c'est un service qui permet de collecter les métriques système, CPU, RAM et autres, les disques. Node Exporter, et forcément, il va avoir les mêmes noms de métriques pour tous les targets sur lesquels on aura installé Node Exporter. Par contre, après, on filtrera en spécifiant l'instance si on veut filtrer. Mais de façon générale, on préfixe de toute façon toujours les métriques par le type de service qui nous collecte. En l'occurrence, Prometheus ici. Donc là, target metadata cache entries. Donc là, bon, c'est pas très parlant. Je peux même pas vous dire cette métrique en particulier à quoi va nous servir. Les entrées de cache pour Alert Manager. Là, on voit que le job, en l'occurrence, c'est Alert Manager. Parce que chacun, ce qu'il appelle job, en fait, Prometheus ici, c'est les targets, hein, c'est les endpoints. Donc là, j'ai 6 endpoints et pour chaque endpoint, il me donne les entrées en cache. Voilà, donc j'en ai quand même énormément et ça permet d'avoir pas mal de statistiques sur la santé de Prometheus. Ouais, j'ai le nombre de requêtes totales qui ont été faites sur Prometheus, etc. Donc là, je vois qu'il y a 165 requêtes qui sont en statut HTTP 200, donc qui se sont bien passées, et j'en ai pas qui sont en erreur, donc c'est bon signe sur la santé de Prometheus. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait consulter les targets ici, on vient sur la page principale de l'interface Prometheus et on voit qu'on donc là, si je mets une expression, généralement l'expression, forcément, elle doit contenir le nom de la métrique que l'on va aller consulter. Et après, autour, on peut appeler des fonctions, on peut faire des opérations sur plusieurs métriques en même temps. Là, je vais chercher la métrique up. La métrique up, c'est une métrique qui est sur tous les targets systématiquement et qui nous dit depuis combien de temps ce target il est up. Donc, depuis combien de temps ça a été lancé. Là, la machine virtuelle, je l'ai lancée depuis pas très longtemps, depuis quelques dizaines de minutes ou depuis 30 minutes. Donc si on va les consulter, hop, voilà. Là, on voit déjà
dans l'onglet console, on voit en temps réel la valeur de chacune la valeur de la métrique pour chacune des itérations des instances de la métrique. Comme je l'ai dit, on a 6 targets, nous. J'expliquerai après à chacun à quoi il sert, mais comme on en a 6, là on voit les 6. Et on voit que les 3 derniers, ils sont à 1. Donc ça veut dire qu'ils sont up. Donc Grafana, Alert Manager et Prometheus, ce sont des targets qui sont accessibles actuellement, ils sont up. Si on va voir le graphique, cette fois-ci, on va dans l'onglet graphes. Voilà. Là, on voit, il y a une légende et on voit la courbe dans le temps de l'évolution de chacune de ces métriques-là. Voilà. Donc là, ça n'a pas bougé depuis que je l'ai lancé, donc c'est pas très vivant. On peut en voir qui sont un peu plus vivants, comme un node exporter n'est pas encore là. Je vous en présenterai après des plus vivants, sinon on peut voir peut-être Engine Queries. Donc ça, c'est les requêtes faites à l'engine Prometheus. Ok, bon, ça n'a pas beaucoup bougé non plus. Bon, on verra plus tard pour ça. On va comme ça, on va avancer un peu plus dans les slides. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc maintenant, on va voir comment on peut surveiller les métriques des serveurs. Donc les métriques des serveurs, c'est ce que j'appelle métriques serveurs, c'est CPU, RAM, utilisation du disque, débit réseau, flux réseau, etc. Donc ce qui permet de faire ça, c'est le logiciel Node Exporter. C'est fourni également par le projet Prometheus. Et c'est exactement comme Prometheus, on va télécharger une archive, on la décompresse à un endroit, on l'exécute, et il va nous collecter, il va nous créer, en fait, lui-même, il va créer un serveur local avec le endpoint/metrics qui va nous permettre de visualiser toutes les métriques système. Donc là, je vais passer rapidement là-dessus. C'est exactement le même principe que pour Prometheus. On télécharge l'archive, on la décompresse, on met au bon endroit, on crée le service. Et donc là, je vais dans ma machine virtuelle, je passe en route et je vérifie systemctl. Peut-être pas le faire maintenant. Service Node Exporter, s'il s'appelle comme ça, status. Voilà. Donc là, c'est bien ce nom-là. Donc là, actuellement, il n'est pas lancé. C'est pour ça que le target Node Exporter, on l'a vu tout à l'heure dans l'interface de Prometheus, il n'est pas up. Donc là, je fais un start. On regarde le statut. Voilà, il est en train de tourner. Là, il me dit qu'il écoute sur le port 9100, Node Exporter. Et du coup, si je vais regarder dans mes targets sur l'interface Prometheus, je vois que Node Exporter, il est déjà passé up. Et on voit ici qu'il est bien configuré pour être sur le port 9100. Donc, du coup, c'est bien, tout est bon. On a bien bouclé sur le bon port. On va voir la bonne page. Donc là, je vais aller consulter. J'oublie à chaque fois l'IP. 168.55.80, quelque chose comme ça. Non, 50.88. 50.88. Voilà. Donc là, j'ai les métriques cette fois-ci, mais pas données par Prometheus, données par Node Exporter. Donc Node Exporter, là, on a des choses un peu plus intéressantes pour nous. Disque read complete total, donc les lectures qui sont effectuées sur le disque. Donc on connaît l'activité de lecture et d'écriture avec les voiles sur le disque. On connaît l'utilisation CPU. Donc là, on voit qu'on a notre CPU seconds total, donc l'utilisation CPU. Et beaucoup de choses propres au système, l'utilisation disque, l'utilisation réseau. Là, on a beaucoup de métriques network pour l'utilisation réseau. Voilà, alors il y a une très forte communauté derrière Prometheus, donc vous pouvez très facilement, en faisant une petite recherche, si vous avez un doute sur quelle métrique utiliser pour voir telle information, il y a une grosse communauté derrière, vous pouvez faire des recherches très rapidement et comprendre à quoi servent les métriques, lesquelles utiliser, même poser vos questions. C'est assez bien documenté. Donc une fois qu'on a vu que le Node Exporter permettait de faire ça, il faut l'ajouter dans les endpoints. Donc là, moi, il est déjà ajouté, donc j'ai déjà accès dans les targets au Node Exporter manuellement. Moi, quand on veut accéder à un nouveau target de cette façon-là, il faut aller dans le fichier de configuration générale de Prometheus, donc etc Prometheus, prometheus.yml, et il y a un endroit où on a un paramètre, enfin une propriété scrap configs. Scrap config, c'est ça qui contient tous les targets de Prometheus, tous les nœuds, tous les slash metrics qu'il va pouvoir lire et collecter.
Là, moi, ils y sont déjà tous parce que j'avais préparé pour pas avoir les latences de téléchargement des différentes étapes pour aller plus vite. Mais Node Exporter, il est ici. Là, vous voyez qu'on a Node Exporter à cet endroit-là, avec le target, du coup, on spécifie à quel endroit il est, ce slash matrix, il est sur localhost 9100. Donc là, c'est bien ce qu'on a vu juste à l'instant, là. Hop, c'est bien le 9100, le port 9100, et où on voit toutes les métriques système, CPU, RAM, disque, réseau, etc. Et donc, c'est quand je vous disais qu'il faut automatiser, il ne faut pas faire manuellement. Là, quand on veut rajouter des nouveaux endpoints dans le scrap config, le principe, c'est d'avoir un outil externe de découverte de service qui va automatiquement nous ajouter ce target à la configuration Prometheus. On va regarder du coup la valeur d'une métrique un peu plus intéressante que celle qu'on a pu voir tout à l'heure. On va voir la métrique Node Memory et même Free Bytes. Donc ça, c'est la RAM disponible, tout simplement, sur l'instance. Si on met aucun paramètre, on va avoir la RAM disponible sur tous les targets qui collectent cette valeur-là. La particularité, c'est que nous, il n'y a qu'un seul node exporteur sur un serveur. Donc forcément, on le voit qu'une seule fois. Et là, on a une valeur de mémoire. J'ai vu un message. Il reste à la fin. Ok, on va accélérer. De toute façon, vous aurez les PDF et le reste est en mode atelier. Donc, vous pourrez très bien, même les slides que je n'aurais pas abordés, vous copiez les commandes. C'est quelque chose qui marche du premier coup. C'est éprouvé. Donc, voilà. Il ne faudra pas hésiter à faire l'atelier si vous voulez voir plus loin de votre côté. Donc, au niveau du graphe, hop, voilà. Donc là, j'ai un graphe un peu plus intéressant. Alors, on peut régler la résolution. Là, il est sur 1 heure. On va mettre plus court pour voir plus de choses. Voilà. Là, on est sur 5 minutes. Là, c'est le moment où j'ai lancé mon node exporter parce qu'avant, la métrique n'était pas collectée puisque mon service node exporter n'était pas lancé. Donc, le target était injoignable, donc on n'a rien. Par contre, depuis 5 minutes, il est lancé, donc on a ces valeurs-là. Donc ça, c'est la RAM disponible sur le node, tout simplement. Il n'y a pas plus simple que ça. Voilà, tout est fait dans Prometheus pour que ce soit assez facile à mettre en place. Si on veut, à l'inverse, la RAM utilisée, parce que là, c'est la RAM libre. Si on veut la RAM utilisée, en fait, on peut très bien faire une opération mathématique directement dans la barre de requête. Donc là, on fait la mémoire utilisée moins la mémoire libre. Non, mémoire totale moins la mémoire libre, et on aura la mémoire utilisée. Alors, de mémoire, je crois que c'est ça, même total bytes. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, on a un peu la courbe inverse. Là, on a la RAM utilisée. Voilà, donc on peut faire des opérations comme ça. Il y a des exemples juste après. Voilà, sur ce slide-là, on a des exemples de requêtes en PromQL. Donc, je rappelle, PromQL, c'est le langage qui permet de faire des requêtes sur les métriques de Prometheus. Donc là, on utilise PromQL dans l'interface graphique de Prometheus, mais on va aussi l'utiliser dans Grafana, puisque Grafana, il se branche à beaucoup de data sources imaginables, et pour chacune, il utilise le bon langage pour requêter la data source, la source qui a collecté les métriques. Donc dans Grafana, on peut écrire du PromQL pour faire des requêtes à une source Prometheus. Donc là, si je prends celle-ci, là, je vais copier-coller la première pour vous montrer. Elle est assez intéressante parce qu'on voit plusieurs choses. Là, on voit l'utilisation d'une fonction. Ici, on a iRate qui est utilisé. iRate, c'est le taux. En fait, il fait un taux, donc une dérivée en sens mathématique, c'est une dérivée sur une fenêtre qu'on a spécifiée. Donc là, c'est 30 secondes. Entre crochets, à la fin de la fonction, il faut spécifier en paramètre la dérivée sur quelle fenêtre on l'a fait. Donc, toutes les 30 secondes, il voit la modification, donc l'évolution de la valeur de cette métrique-là. La métrique, c'est node CPU secondes total. Et ça nous permet d'avoir pas la métrique directement, mais sa dérivée, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que cette métrique node CPU secondes total, c'est une métrique qui est un compteur et qui n'est pas une donnée en temps réel. En fait, c'est un compteur, il va faire que s'incrémenter dans le temps tout le temps. Donc si on le graphe comme ça va être une courbe qui va que faire augmenter. Donc nous, on veut faire la dérivée pour voir en temps réel le taux CPU utilisé. Je pense que ça va bientôt couper, c'est embêtant. Ouais. Bon, alors du coup, vu que ça va bientôt couper, je graphe juste ça. Voilà, là on a l'utilisation CPU. Si on ne met pas le iRate, on va voir une courbe qui fait que augmenter. Voilà, ça fait que augmenter par palier. Donc il faut faire la dérivée pour voir la vraie valeur.
Rapidement peut-être, alors est-ce qu'il y a un commentaire, une question, quelque chose juste pour finir? Parce que je suis désolé, mais en fait ça va couper, donc je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, je vous enverrai les PDF. Donc vous pourrez continuer à suivre l'atelier, je les parcours, ce qu'on va voir après. Donc on va installer CAdvisor pour vérifier les conteneurs Docker. Donc CAdvisor, c'est spécifiquement, ça permet de surveiller tous les conteneurs Docker, de voir quel CPU ils utilisent, combien on a de conteneurs, etc. Ensuite, il y a l'installation de Grafana. Et ensuite, l'instrumentation des applications. Donc comment utiliser des librairies en Python, Node.js, Ruby ou autre pour créer des métriques dans notre application qui seront envoyées à Prometheus. Et du coup, on pourra surveiller dans notre application combien on a d'utilisateurs. Une application de to-do list, ben, on pourra surveiller dans Prometheus combien de tâches sont ajoutées dans notre application de to-do list, etc., etc.